Et bonjour à tous. Alors merci de m'avoir invité au séminaire. Alors je vais vous présenter les premiers résultats d'une analyse qui a été faite sur les isotopes dans les sépultures du couvent des Jacobins de Rennes. Donc c'est une analyse qui a été faite par Claire Villajawen qui n'a pas pu être là aujourd'hui pour vous présenter les résultats, mais c'est vraiment elle qui a fait le travail et qui aurait été plus apte que moi à présenter les isotopes. Moi, je suis anthropologue à l'INRAP, donc j'étudie seulement les squelettes. Et donc, toutes les analyses ont été faites à l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne. Donc, on s'est proposé de faire une communication d'abord sur la méthodologie. Qu'est-ce que c'est que ces analyses isotopiques, comment on les fait, et puis sur les problématiques inhérentes au couvent des Jacobins, où là, je vais être beaucoup plus à l'aise. Et puis sur nos premiers résultats. Donc, passant par la genèse, donc... D'abord, les atomes sont formés d'un noyau qui contient des protons et des neutrons. Et donc, si le numéro atomique, qui est le nombre de protons, lui, ne varie pas, parfois la masse atomique peut varier, qui est donc le nombre des protons plus des neutrons. Et c'est cette variation de la masse atomique qui s'appelle les isotopes. Et c'est sur cette différence-là que Claire Via, notamment, a travaillé. Donc, par exemple, ici, sur l'isotope là, on était sur le carbone. Hein, donc, le carbone, le numéro atomique, c'est le 6. Et puis, le fer, le 26. Voilà, ça change. Et donc là, on a différents types de carbone. Et il y a des fois des carbones isotopiques qui sont stables. Donc, le carbone 12, le carbone 13, le carbone sur lesquels on va travailler, nous, sur les isotopes. Et puis, ceux qui sont instables... donc c'est sur lesquels nous on travaille en archéologie, notamment pour les datations radiocarbone, puisque le retour à son état stable va s'accompagner de rayonnement et c'est comme ça qu'on va dater les objets. Donc en archéologie, on va utiliser ces isotopes stables, donc qui eux ne se dégradent pas au cours du temps, pour travailler sur l'alimentation, la mobilité ou le climat. Et donc ici, on va présenter seulement les isotopes du carbone, de l'azote et du soufre, sachant que quand on parle de mesure isotopique, on parle d'un delta, donc le petit symbole là, qui est la mesure isotopique entre le carbone 13 et le carbone 12. Donc c'est cette différence de valeur. Pareil pour l'azote et pour le soufre. Après, ce delta, pour travailler plus facilement, il est multiplié par 1000 pour éviter toutes les virgules. Donc voici après ici les isotopes du carbone et de l'azote. Donc les isotopes du carbone sont affectés par trois facteurs qui sont d'abord le niveau trophique, c'est-à-dire c'est la chaîne alimentaire dans un même écosystème. C'est aussi le métabolisme des plantes qui sont à la base de cette chaîne trophique. Donc ce sont les plantes C3 et les plantes C4. Donc ici, les plantes C4 n'existent pas en Europe, donc ça facilite notre étude. Les plantes C4, c'est le maïs, le sorgho, le mil, la canne à sucre, des choses comme ça. Donc ici, on sait que ces valeurs-là n'affecteront pas nos analyses. Et puis la troisième chose qui affecte le carbone, ça va être c'est si la chaîne alimentaire, si les produits viennent plutôt s'ils sont marins, s'ils viennent plutôt de la mer ou s'ils ont une origine plutôt terrestre. Donc les poissons de rivière ou marins. Donc pour l'azote, l'azote est principalement affecté par le niveau trophique aussi et sur la consommation de poissons, il va différencier les consommations de poissons qui soient marines ou plutôt d'eau douce. Donc déjà ici, sur un schéma comme ça, quand on combine l'azote et le carbone, on a déjà des renseignements intéressants en fait en termes d'analyse. Donc ici, donc on voit bien les deux facteurs du carbone, du C3 et du C4, avec en fonction des différentes plantes qui sont consommées. Par contre, donc pour l'isotopes du soufre, là on a un schéma un peu différent, puisque les isotopes se chargent en soufre. Les isotopes du soufre qui viennent de l'eau de mer ne sont pas du tout les mêmes que celles qui sont en eau terrestre. Et du coup, par phénomène d'évaporation, donc les isotopes vont monter et puis après ils vont pleuvoir
Je suis vraiment pas du tout à l'aise pour vous raconter ça. Et donc, plus on va s'éloigner de la côte, et moins les ions, les isotopes vont être chargés en soufre. Donc, et donc comme ça, on va pouvoir essayer de voir aussi si les consommations sont chargées ou pas, et on va voir les migrants, ceux qui sont plutôt à l'extérieur ou proches de la côte. Donc si les valeurs, la variabilité en fait entre les valeurs côtières et d'autres sources sont très importantes, ici ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau local et au niveau sur les gammes marines et côtières, on a des valeurs très resserrées. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir travailler et que va travailler Claire Villajawan, encore une fois. Donc pour résumer, les valeurs basses de carbone, c'est une consommation de plantes et d'animaux terrestres ou une consommation d'eau douce, alors que si on a un delta de carbone qui est important, on va plutôt avoir une consommation d'algues ou d'animaux marins. Pour l'azote, alors là, les valeurs basses vont plutôt signer des faibles consommations de protéines animales et une consommation élevée, plutôt une consommation de viande ou des poissons, si on a, voilà, avec ces valeurs. Et puis pour le soufre, des valeurs basses vont nous renseigner sur des plantes ou des animaux qui sont plutôt éloignés de la côte, alors que des valeurs hautes, on aura plutôt une consommation de produits marins ou côtiers. Où trouve-t-on ces isotopes ? Eh bien, dans le collagène qu'on peut travailler avec le carbone 14, donc dans les os. Et là, c'est la remarque de l'anthropologue. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup d'os pour travailler sur les isotopes, donc c'est vraiment très pratique. Et ils travaillent et ils n'ont pas non plus besoin d'os particuliers. On ne va pas chercher dans les dents ou qui vont déjà servir pour les collègues qui travaillent sur l'ADN. Là, on peut travailler sur des phalanges ou des fragments de côte et il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Donc c'est vraiment facile à mettre en place. Et donc, une fois qu'on a envoyé notre échantillon, il va être nettoyé par sablage. Donc, on a plusieurs étapes pour extraire ce collagène. Donc, le nettoyage va se faire ici. Ensuite, dans un deuxième temps, avec l'aide d'acide, ils vont enlever en fait tout ce qui n'est pas protéique dans l'os. Ils vont gélatiniser et filtrer les gros bouts de collagène parce que ce sont eux qui vont le mieux répondre. Et puis tout ça, après, est placé dans des capsules d'étain, ici, pour passer au spectromètre de masse. Il s'en passe des choses. Alors, les échantillons donc, sont analysés à l'aide du spectromètre de masse pour avoir donc, ce rapport isotopique. Et donc là, ils vont subir une combustion, ils vont passer en phase gazeuse et ils vont être ionisés. Et donc, le spectromètre va avoir donc, ces électrodes qui vont calculer et compter tous ces isotopes. Sur le couvent des Jacobins. Donc, le couvent des Jacobins, donc c'est une fouille. Voilà, on a fait un bond dans le temps. Là, on est à l'époque moderne. Le couvent est fondé au XIVe siècle. Et donc, c'est un couvent des Dominicains. Et on est en plein centre-ville de Rennes. Donc, alors, c'était un très gros chantier qui a eu lieu entre 2013 et 2014. On a 8000 mètres carrés en superficie. Dessous, sous le couvent, qui est encore en élévation, qui est classé monument historique, il y a un très gros site antique. Et on avait donc l'étude des vestiges antiques par le responsable d'opération, donc Gaëtan Lecloirec. On a également étudié les élévations sur le couvent, mais toutes les sépultures. Voilà. Donc, toutes les sépultures, on en avait donc plusieurs centaines. Des sépultures à l'extérieur du couvent, donc dans la cour ouest, où là, on avait 45 sépultures, avec une de ces sépultures qui contenait déjà plus de 40 individus. Mais également des sépultures dans l'église du couvent, dans l'abbatiale. On avait donc dans la nef et le collatéral, qui était à l'époque séparé du chœur par un chancel. Le chœur qui devait être en abside et débordé sur la rue à côté, la rue Saint-Malo. Donc l'église et tout le couvent a été réquisitionné à la Révolution française et lors des biens nationaux a fini en garnison militaire. Donc l'église, elle, a brûlé au XIXe siècle et l'abside. Et quand elle a brûlé, donc la charpente s'est effondrée. Et quand ils ont reconstruit l'église, ils ont décidé de mettre un chevet plat pour s'aligner sur la rue. Mais voilà, au départ, on avait bien un chevet en abside. Donc voilà, là on a presque 400 sépultures qu'on a fouillées dans l'église.
Puis on a des sépultures également dans le jardin du cloître, donc on est à l'extérieur du couvent, avec ici des gros ossuaires. Et puis des sépultures dans les galeries attenantes du cloître, donc notamment, on en retrouve ici sur la galerie Est, mais on avait notamment dans cette galerie-là, qui a été transformée pendant la deuxième phase du couvent en chapelle, donc c'était la chapelle Notre-Dame, où là on a 213 sépultures. Et qui était transformé en chapelle parce qu'on avait donc au bout de cette galerie un tableau qui était miraculeux et qui avait protégé Rennes de la peste et le quartier d'un grand incendie. Donc cette galerie, on l'appelle la galerie des Enfeux, juste parce que voilà, on a une volée d'enfeux comme ça sur le mur. Donc ce sont des niches qui sont creusées contre les murs, qui servent de sépulture. Ici, on voit un premier individu et qui structure après toutes les inhumations dans le couvent. Vous voyez, on voit bien les rangées qui s'alignent devant ces sépultures. Également des inhumations dans une autre chapelle, la chapelle Saint-Joseph, qui est tout près du tableau Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Voici une vue de la fin de la fouille de la chapelle. On peut voir aussi la bonne conservation aussi des squelettes, parce que des fois en Bretagne ils sont moins bien conservés. Et puis ici, dans un dernier espace d'inhumation, dans les deux salles du chapitre, donc une salle de chapitre plutôt médiévale, avec un couvent 15-16e, et une deuxième salle du chapitre moderne, 17-18e, avec une entrée, on a retrouvé l'entrée, et puis les deux baies latérales, parce que les sédiments, quand on est arrivé, ont été beaucoup plus hauts. Et ce qui était intéressant aussi sur le couvent, c'est qu'on a les niveaux de sol qui sont associés aux sépultures. On a les creusements des fosses à partir du niveau de sol de l'époque. Voilà pour le bilan. Et donc, en termes de phasage, ici, on arrive à voir, on a deux phases. Donc, la phase médiévale avec les petits squelettes en jaune, donc qui c'est surtout représenté par des cimetières qui, à l'époque, sont à l'extérieur du couvent, la cour ouest, mais également le cloître, et ça n'existait pas en fait au début. Les premières sépultures ici qui étaient adossées, en fait, qui étaient à l'extérieur aussi du couvent, et la salle capitulaire, la première salle capitulaire ici. Les zones en jaune sont les zones qui ont été intégralement fouillées point de vue sépulture, et les zones en violette ont juste été appréhendées, on a juste repéré les squelettes, fouillé certains squelettes, mais on n'a pas nécessairement prélevé les squelettes, puisqu'on avait on a dû échantillonner sur le terrain. Donc, ce qui concerne pour les isotopes, on a travaillé à partir d'un échantillonnage, puisqu'on ne pouvait pas travailler sur nos 800 sépultures. Et donc, dans un premier temps, et c'est ce qu'on va vous présenter ici, avec Claire Via, on a travaillé sur 50 sépultures, donc qui sont réparties dans la salle capitulaire, dans la chapelle, la grande galerie des Enfeux, le chœur de l'église, la nef à l'extérieur. On a essayé de choisir un peu tous les espaces et toutes les chronologies. L'idée étant qu'on a travaillé sur le couvent comme si on avait eu en fait plusieurs fouilles archéologiques les unes à côté des autres, pour essayer de comprendre en fait tous ces espaces, voir si les individus qui sont inhumés dans le cœur de l'église ont un profil qui ressemble à ceux de la salle capitulaire, qui sont plutôt les frères dominicains, à ceux qui sont à l'extérieur, où là on a plutôt notamment on a cette grosse sépulture-là, ça doit être une sépulture de militaires. Donc un peu essayer de voir donc, si les profils alimentaires de ces populations étaient les mêmes ou pas. Donc voici le premier graphique donc, avec la même répartition, les carbones et puis azote. Et donc on voit que le couvent des Jacobins a, pour l'azote en tout cas, un profil assez homogène. On a juste quelques individus en fait qui ressortent, ici avec une consommation très basse en azote et puis ici plus élevée en carbone. Donc pour essayer d'évaluer en fait ces comparaisons et puis cette population, il nous faut d'autres comparaisons de population. Donc on a travaillé, Claire Jawan avait travaillé à Saint-Laurent de Grenoble sur une population qui avait été identifiée comme qui mangeait régulièrement de la viande, mais très peu de poissons. Et donc on retrouve que son profil est effectivement en deçà de celui des Jacobins. Donc on peut penser que nous, on a une consommation plus régulière de poissons. Et donc on a utilisé, pas de consommation de poissons. Et donc on a utilisé un autre échantillonnage
qui provenaient d'ecclésiastiques anglais, où là on avait une consommation régulière de poissons qui était attestée, et on voit bien que notre échantillon se profile vraiment dans le même horizon, ce qui signerait justement un échantillonnage plus ecclésiastique, avec une consommation du poisson selon les règles de l'époque, donc chaque vendredi. Puisque une consommation régulière de poissons, ce n'est pas forcément tous les jours, beaucoup. Ça peut être une fois par semaine, ça suffit pour marquer les niveaux isotopiques sur les individus. Donc si on reprend le même schéma, on a ceux de Saint-Laurent qui sont au milieu, au centre. Voilà, ils sont au centre, ils sont omnivores. Et par contre, les Jacobins, ils sont un peu au-dessus, ils sont super carnivores, voire, Claire Verjaven pouvait dire, on aurait même pu dire l'hypothèse, est-ce qu'ils sont même cannibales, tellement ils ont une forte consommation. Mais tout ça est à mettre en lien avec les niveaux isotopiques des échantillons phoniques qui sont contemporains. Et donc, on ne peut pas évidemment pas dire ça. Ce qu'on peut nous dire, c'est qu'ils mangent du coup beaucoup de poissons. Maintenant, est-ce qu'ils mangent beaucoup de poissons d'eau douce ou d'eau marine? C'est un peu les objectifs de l'étude. Voilà. Si on travaille sur le soufre, le couvent des Jacobins se situe ici. Et donc, on voit qu'on a une alimentation... Enfin, on n'est pas... C'est un peu difficile, en fait, d'avoir des conclusions aujourd'hui, parce qu'on a travaillé que sur les individus, pas sur la faune. Et donc, on a encore une grosse variabilité et on a des difficultés pour interpréter les résultats. Seulement, on a un autre individu ici qui, lui, dénote complètement de l'échantillonnage. Donc, lui, on peut se demander si ce n'est pas un migrant par rapport aux autres, s'il ne vient pas d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, pour essayer de comprendre, d'aller plus loin sur ces échantillonnages, on est en train d'analyser le dépotoir qui a été fouillé sur la place Sainte-Anne, juste à côté du couvent des Jacobins, qui renferme de la faune qui doit être contemporaine au couvent, pour essayer de voir, les niveaux justement des isotopes de la faune contemporaine. Et comme ça, on pourra essayer de classer la faune par rapport au l'humain dans la chaîne trophique. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que dans ces données, on a beaucoup de données archéozoologiques, mais beaucoup de poissons, ce qu'on ne retrouve pas fréquemment en archéologie, du poisson d'eau douce et du poisson marin. Donc, on va pouvoir vraiment comparer les populations, enfin les échantillons. Parallèlement, on sait que dans les données d'archives, on a une consommation importante de morue séchée. Dans la thèse d'Alain Croix, il en parle régulièrement dans les archives. Du coup, on peut aussi essayer de mettre en relation, nos données avec les données d'archives. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt aussi de ces fouilles modernes, c'est de pouvoir travailler sur toutes les données. Donc, si on regarde ces résultats maintenant de façon plus précise par lieu de sépulture, on va regarder les mêmes schémas. Et donc là, on n'a que le couvent des Jacobins en fonction des différentes salles. Donc ce qu'on voit, c'est que on a ici donc la cour ouest, donc qui est à l'extérieur, qui a une consommation, on va dire, plus basse de poissons, pour aller rapidement, par rapport aux autres qui sont ici, notamment le cœur de l'église, sont les petits ronds rouges, ou dans la galerie des Enfeux, qui est une chapelle, c'est pareil, qui doit avoir un recrutement avec des hauts dignitaires, des nobles. Ce qui dénote, en termes de variabilité, ce sont les petits bonshommes verts, là, ce sont les frères dominicains, où là, on pourrait peut-être soit émettre l'hypothèse qu'on est des migrants, des gens qui viennent de l'extérieur, mais en tout cas qu'on a un recrutement qui soit un peu plus différentialisé que le reste. Donc, voilà, alors en fonction des différents... là, c'est le même schéma, mais c'est plus le carbone et puis l'azote. On a l'azote ici et le soufre. Donc, on peut regarder, on a un peu les mêmes schémas, où on retrouve nos individus de la cour ouest, ceux qui sont dehors, notamment les soldats, pour aller plus vite, qui dénotent un petit peu du graphe. Et puis ceux de la salle capitulaire encore qui sont bien éclatés, alors que les autres ont un profil isotopique un peu identique. Donc ce qui signerait dehors moins de poissons et à l'intérieur, donc chapelle et cœur de l'église, une alimentation plus riche en poissons, en tout cas plus en termes quotidiens.
Ceux qui dénotent, et c'est ceux qui nous intéressent, c'est savoir pourquoi est-ce qu'ils s'écartent de la norme et dans quel sens. Est-ce qu'on peut penser que ce sont des migrants, des pauvres, donc en consommation de poissons. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler, qu'on va continuer à travailler. Alors, nous, après, la problématique, c'était de savoir si c'est plutôt du poisson d'eau douce ou du poisson de mer. Donc, on va pouvoir savoir ça en comparant avec les échantillons donc, de poissons. Donc si la faune se situe ici, si le reste de la faune qu'on va étudier donc, sur la place Sainte-Anne en soufre va être plutôt dans le coin là, on pourra dire que c'est plutôt des poissons d'eau de mer qu'ils consomment. Par contre, si la faune a des valeurs hautes, c'est pareil en soufre, là on sera un peu en peine et là ce sera plus difficile pour avoir la réponse en combinant les schémas soufre-carbone. Donc, pour déterminer ça, c'est un peu expérimental, en fait, cette démarche-là, aujourd'hui, parce qu'on travaille, si les valeurs isotopiques, on travaille beaucoup sur le carbone et l'azote, aujourd'hui, il y a très peu de travaux sur le soufre. Donc, c'est aussi les paramètres nouveaux que vient de déterminer Claire Viajawan. Donc c'est tout ça encore pour identifier donc, les non-locaux et les migrants. Donc l'intérêt maintenant, c'est d'augmenter le nombre d'individus pour avoir des échantillons statistiques, puisque là, on a des échantillons qui se recoupent à peine, en tout cas ceux de la cour ouest avec le reste. Mais l'intérêt maintenant, c'est de pouvoir avoir des vrais échantillons statistiques pour faire des Ki2 et être sûr que les résultats sont vraiment significatifs de quelque chose. Donc, on a décidé d'échantillonner 30 individus supplémentaires, ce qui fait qu'on arrivera à 80 individus qui vont être échantillonnés sur le couvent des Jacobins et 50 pièces phoniques par ailleurs. Voilà. Donc, les 30 supplémentaires, on va les mettre à l'extérieur ici dans le jardin du cloître, puisqu'on n'en avait pas encore. Et puis, on augmente nos échantillonnages là où on avait des faibles nombre d'individus, donc notamment dans la cour salle capitulaire, dans le chœur de l'église et puis dans la nef. Voilà, je vous remercie.